Du coup, bienvenue et merci d'assister à ce talk sur le design et l'accessibilité. Donc, je t'aime moi non plus. Avant d'entamer le sujet, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Julie Guilherme, je suis UI designer depuis un peu plus de 7 ans et je travaille actuellement chez Capgemini. Ça fait plusieurs années que je travaille sur des problématiques liées à l'accessibilité. Et cette année, j'ai été certifiée experte accessibilité. Je voulais un petit peu partager mon expérience avec vous. Donc ici, dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est que l'accessibilité, ou est-ce que vous avez déjà été confronté à de l'accessibilité dans vos projets? Levez la main. Il y en a quand même une bonne majorité, donc les premières slides, ça va être un rappel pour vous. Donc l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au fait que les personnes handicapées peuvent consulter des contenus ou utiliser des services numériques de manière autonome ou éventuellement grâce à des dispositifs techniques spécifiques tels que des terminaux braille ou des synthèses vocales. Donc ça concerne tous les types de handicap, visuels, auditifs, moteurs, cognitifs, il y en a plein d'autres. Et on comprend aussi les handicaps dus au vieillissement ou encore les handicaps de type temporaire. Par exemple, je me suis cassé le bras, je dois continuer à utiliser mon application. Qu'est-ce qui se passe? Donc qui c'est qui est concerné? Donc, en France, selon l'INSEE, il y a environ 21% de la population qui est estimée en situation de handicap. Ça représente un petit peu plus de 15 millions de personnes et on ne compte pas les handicaps temporaires. Donc demain, si vous décidez de faire un site et que vous négligez l'accessibilité, potentiellement vous vous coupez de 20% de votre cible. Que dit la loi à ce sujet? C'est une obligation légale depuis 2005 pour tous les services de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Et depuis peu sont concernées les entreprises publiques, les organisations ayant une délégation de services publics, ainsi que les entreprises qui dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires. Ce seuil est encore en cours de discussion. Donc comment on sait si son site est accessible? On a un référentiel qui s'appelle le RG2A, référentiel général d'accessibilité des administrations. C'est la référence légale en France pour évaluer l'accessibilité des sites web. Ce RG2A, donc, il est basé sur les critères du WCAG qui sont émis par le W3C. Je suis sûre que parmi ces acronymes, vous connaissez au moins le W3C qui est le World Wide Web Consortium, qui est la communauté qui travaille à développer et à établir et développer les standards du web. Donc, il existe 3 niveaux de conformité, niveau A, AA et AAA. Évidemment, plus on va aller vers un niveau AAA, plus on va avoir de la retenue dans sa conception. Et aujourd'hui, en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'obligation légale, on cible du AA. Donc, tout niveau confondu, on a 133 critères. Donc demain, si on vous demande de faire un site accessible niveau AA et que vous omettez un critère, vous ne pourrez pas être certifié accessible puisqu'il faut remplir tous les critères. Sachant que les critères sont interdépendants les uns des autres, si vous en omettez un, vous possiblement passez sur 10 critères. Donc, design et accessibilité, est-ce que c'est incompatible? J'entends design au sens large, je comprends l'UX, l'UI, l'ergonomie dedans. Moi, c'est vrai qu'avant, quand on me parlait de rendre un site accessible, je voyais déjà la catastrophe arriver. Je me disais, je vais avoir un site en noir et blanc, de la typo énorme, enfin un truc bien sale. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand on connaît les critères du RG2A, on peut s'appuyer dessus et considérablement améliorer l'accessibilité des sites pour des centaines de milliers de personnes. Donc il faut juste respecter certaines règles. Donc avant de commencer, je vous ai designé un exemple de site e-commerce. Ça reprend plus ou moins ça reprend plus ou moins les composants du site e-commerce classique. Et on va faire l'exercice de mettre ce site entre les mains d'un utilisateur qui souffre de daltonisme. Et voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si on voit très bien au rétro, mais globalement, les couleurs sont considérablement altérées et ça peut avoir un impact très fort sur les utilisateurs. Donc on va faire un scénario de test avec cette personne qui souffre de daltonisme et on va lui demander de nous acheter un pantalon rose en taille S et je voudrais avoir des informations sur les liens qui sont dans la description.
Donc notre personne, on va l'appeler Norbert. Norbert, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va lire la description, il ne va pas forcément voir qu'il y a des liens dans cette description. Il va cliquer une première fois sur une couleur qui, lui semble être du rose, il ne sait pas trop en fait, il prend la couleur la plus claire. Il va cliquer donc sur la taille S, qui est en toutes lettres, et il va valider son formulaire, enfin ajouter son pantalon au panier. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait, Norbert? Il a acheté un pantalon orange en taille S. Il n'a pas su me trouver les détails de la description et surtout, il a eu une erreur sur un champ, ce qui l'a vraiment frustré. Donc, en plus de ne pas avoir réussi à acheter son pantalon, chez Norbert, ça crée une vraie frustration. Il se dit qu'est-ce que c'est que ce site? Je ne vais jamais y revenir et potentiellement, vous avez perdu un client. Donc, comment on améliore tout ça? Eh bien, on va s'appuyer sur le RG2A. Il y a énormément de règles et aujourd'hui, on va s'attacher à en voir 3. Je vais commencer avec la couleur. Donc, que dit le RG2A? Il dit « La couleur ne doit pas être le seul moyen visuel de transmettre des informations ». Donc, je vous ai fait un zoom. Pour rappel, je lui avais demandé donc, de me donner des indications sur les liens qui se situaient dans la description et de m'acheter un pantalon en rose. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer? La première chose, c'est qu'on laisse le comportement natif des liens. C'est une grande pratique chez les designers d'enlever le soulignement des liens ou de mettre une autre couleur. Il faut que les liens soient distincts visuellement du texte environnant. Autre chose, pour les couleurs, c'est un truc tout bête, mais on écrit le libellé de la couleur. Donc là, j'ai fait l'exercice sur l'écran de droite. Je les ai mis en liste et j'ai mis orange et entre parenthèses, j'ai mis sélectionné, couleur sélectionnée. Donc ça va vraiment faciliter l'utilisation de votre cible et ça va générer beaucoup moins de frustration que ce qu'on avait pu voir tout à l'heure. Autre règle, ça concerne les formulaires. Donc, il y a beaucoup de règles, beaucoup de critères qui concernent les formulaires, autant que sur la couleur. Je les ai rassemblés à une phrase, c'est faciliter, accompagner et guider vos utilisateurs. Là, on avait un champ de texte avec une saisie libre. Il était en rouge, donc qui signifiait pour nous, qui voyons très bien que c'est un champ qui est obligatoire, mais pour une personne qui est daltonienne, elle ne verra pas que c'est un champ en rouge qui est obligatoire. Donc mettez une astérisque avant en précisant en début de formulaire que tous les champs qui sont précédés d'un astérisque sont obligatoires. Ou alors vous pouvez simplement écrire obligatoire entre parenthèses à côté du label. Autre chose, dans le guidage, mettez le format que vous attendez. Là, on a juste la date de livraison. On ne sait pas du tout si c'est un 10/05 qu'on attend ou l'année d'abord. Enfin, peu importe. Il faut que vous disiez, entre parenthèses, il faut que vous signifiez qu'est-ce que vous attendez comme format. Ça permettra d'éviter les erreurs. Et auquel cas, s'il fait une erreur, au lieu d'avoir un message d'erreur du type « erreur, veuillez corriger », ce qui est assez fréquent encore aujourd'hui, dites quelle est l'erreur qu'il a fait, erreur de format, et donnez un exemple. Ça va vraiment permettre d'améliorer l'utilisation de votre site ou de votre application pour beaucoup d'utilisateurs. Autre chose sur les formulaires, c'est ce qu'on voit beaucoup sur le web, c'est l'utilisation du placeholder en tant que label. Ça, c'est non, ne le faites pas, parce que déjà, le placeholder, il est écrit en gris clair généralement, donc pour les personnes qui sont malvoyantes, elles peuvent complètement passer à côté. Et autre chose, si vous êtes comme moi, que vous tapez dans votre champ, vous êtes distrait, vous revenez sur votre champ, vous savez plus ce que vous étiez en train de noter, il faut tout effacer pour voir le placeholder. Donc la règle, c'est le label doit être visible et collé à son placeholder, à son input. Autre règle, ça concerne le contraste. Donc c'est pareil, c'est une règle qui est assez souvent négligée sur le web. Contrastez vos interfaces. Le RG2A demande un ratio de contraste de 4,5 minimum. Donc vous voyez, j'ai fait l'exercice, j'ai mon bouton d'action qui est à 1,8 en haut et 4,7. Comment on sait quel est le ratio de contraste? Vous avez plusieurs outils. Le premier dont je vais vous parler, c'est Color Contrast Analyzer, qui est un petit soft que vous téléchargez. Il est hyper facile d'utilisation. Vous avez une pipette, vous prenez le background, vous prenez le texte, la couleur du texte, et ça vous donne le ratio de contraste.
Cet outil est aussi disponible en tant que plugin sur Sketch. Donc là, c'est pareil, au moment de la conception, lorsque vous avez un doute sur le ratio de contraste, vous prenez les deux calques, vous lancez le plugin et ça vous donne le ratio. Deux autres plugins dont je vais vous parler, c'est Wave et AXE, qui là sont des plugins navigateurs. Ces plugins, en plus de tout un tas d'autres critères, vont vous donner, vont vous dire si vous avez un ratio de contraste suffisant. Donc là, j'ai fait l'exercice de mettre mon interface aux normes. Vous voyez que c'est pas bien plus moche, que ça prend pas, ça dégrade pas bien plus l'interface précédente, mais ça va améliorer l'expérience de beaucoup de monde. Vous me dites, ouais, c'est super Julie, mais quand on est au niveau de la conception, ça marche bien, quand on a tout à faire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on récupère une charte graphique qui a des éléments qui ne sont pas accessibles ? Bien là, il y a une solution qui existe, c'est le système du style switcher. Donc, c'est généralement un bouton qu'on va mettre en début de site sur lequel, lorsqu'on clique, il va charger une CSS, il va surcharger la CSS actuelle en mettant un code hexadécimal beaucoup plus contrasté. Donc là, vous voyez l'exemple de Pôle emploi où là, ils ont poussé le contraste très loin, mais on peut avoir des contrastes beaucoup plus légers, mais qui respectent la norme 4.5. Enfin, le ratio 4.5. Vous avez un autre outil qui est vraiment, vraiment bien, c'est Orange Comfort Plus, qui est une solution open source, parce qu'en plus de pouvoir maîtriser les contrastes, on va pouvoir changer la taille de la typo, changer même la typographie, mettre de la open dyslexique pour les personnes qui sont dyslexiques, changer l'interlignage, l'interlettrage. Bref, c'est un outil qui va permettre à l'utilisateur de personnaliser entièrement son interface. Évidemment, vous, en tant que designer, vous n'aurez pas la main dessus, mais c'est une personnalisation qui reste personnelle. Donc voilà, donc là c'est mon interface qui est accessible. Vous voyez que finalement on arrive à quelque chose qui reste graphiquement tout à fait acceptable et qui en plus de ça va améliorer l'expérience de vos utilisateurs. J'ai ajouté Confort Plus en haut à droite, vous voyez qu'il ne prend pas beaucoup de place, donc c'est très très utile pour les personnes en situation de handicap. Évidemment, 15 minutes, c'est très très court. Pour parler d'accessibilité, il y a énormément de règles à respecter, tant au niveau design qu'au niveau de l'intégration HTML ou bien encore de l'ergonomie. Du coup, cette présentation, elle s'intitule Design et accessibilité, je t'aime moi non plus, mais en fait, vous pouvez voir que le design et l'accessibilité, c'est pas du tout incompatible. Au contraire, on pourrait très bien renommer cette présentation en tant que design et accessibilité Best Friends Forever, par exemple. Donc ça améliore vraiment, prendre en compte l'accessibilité dans vos conceptions, ça va améliorer l'expérience de tous vos utilisateurs. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a énormément d'articles qui traitent du sujet, ne serait-ce sur Medium, si vous tapez Accessibility, vous tombez sur beaucoup d'articles. Il y a une grosse communauté aussi autour du hashtag A11Y, donc c'est facile à retenir parce que c'est Accessibility, entre le A et le Y, il y a 11 lettres. Et si vous avez envie de passer une certification, il y a l'association Braillenet qui pourra vous aider à sauter le pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Puis si vous avez des questions. Il reste 2 minutes. Si vous avez des questions, je t'envoie le micro. Si c'est bon, ça marche. Merci. Comment est-ce que je peux vendre l'accessibilité sur mon projet? Je travaille dans une application en interne. Comment est-ce que j'arrive à convaincre les gens de faire de l'accessibilité? Tout simplement en disant que vous allez récupérer une population qui n'est pas négligeable. On l'a vu tout à l'heure, c'est plus de 21% de la population.
Et puis après, c'est beaucoup de bonnes pratiques qui vont aussi améliorer considérablement le SEO, qui vont avoir un impact fort sur le SEO. Je pense notamment à tout ce qui est HTML, enfin toutes les règles qu'on doit respecter en accessibilité sur le HTML. Ça va avoir un impact assez conséquent sur le SEO. Donc vous avez ces deux biais-là pour vendre votre accessibilité sur votre projet. Ok, parce que là, du coup, c'est une application intranet en fait. C'est ça la difficulté, si vous voulez. C'est que du coup, c'est compliqué parce que le SEO, il n'y en a pas vraiment. Ouais, Et mais donc, les clients non plus, il n'y a pas vraiment. en intranet, ça veut dire que vous travaillez possiblement dans une entreprise Ouais. dans laquelle il y a aussi des personnes en situation de handicap. Et ces personnes-là, malheureusement, elles ont aussi besoin d'utiliser l'intranet. Et donc, il faut pouvoir mettre son intranet accessible aussi à ces personnes. Donc, je pense que vous pouvez jouer sur le fait que c'est une population qui n'est pas négligeable. Reprenez les chiffres, je pense que ça peut faire mouche. Ok, merci. Eh ben, merci à tous et merci à Julie. De rien.